nos experts que l'on va retrouver dans un instant. On retrouvera d'ailleurs nos équipes en direct depuis Kiev. Avec plaisir qu'on accueille le général Chovancy. Merci d'être avec nous, général. On va partir à Kiev dans un instant. Message des Russes à celles et ceux qui pensaient encore que Vladimir Poutine voulait la paix. Message à l'administration américaine qui pense encore pouvoir contrôler le président russe. Ces images cette nuit en Ukraine. Et puis, une fois de plus, Moscou a décidé de frapper là où ça fait mal. Ces images sont celles du palais présidentiel. Un missile a frappé le cœur du pouvoir ukrainien. Des bâtiments d'ailleurs, non loin d'où se trouve la résidence de Volodymyr Zelensky. On va retrouver notre équipe sur place. Florence de Juvigny, Axel Charles Messens, merci beaucoup à tous les deux. Vous avez vécu cette nuit. Vous êtes sur les lieux d'une autre frappe parce que c'est un déluge de fer, de feu et d'horreur qui s'est abattu sur la capitale ukrainienne. Oui, ici on sent encore l'odeur de brûlé et puis au-dessus de nous on voit passer les hélicoptères qui vont et viennent, des hélicoptères bombardiers d'eau qui tentent d'éteindre les incendies qui restent après les frappes de cette nuit. Et puis vous le voyez derrière moi, les secouristes continuent d'essayer de trouver des victimes dans les décombres. Ici ils ont déjà trouvé le corps d'une femme et de son nourrisson. Et puis vous le disiez tout à l'heure, un peu plus loin en centre-ville, pour la première fois c'est un bâtiment du gouvernement qui a été ciblé par la Russie, le bureau de la Première ministre. Et cette cible n'est pas anodine, elle se trouve à quelques centaines de mètres du palais présidentiel. Alors à ce symbole s'ajoute aussi la démonstration de force. Plus de 800 drones ont été envoyés par la Russie à travers le pays. Beaucoup Florence, merci Axel Charles Messens, une nuit éprouvante. Nous allons voir avec vous Brandon Oharet ce fameux bâtiment, ces bâtiments cible de Moscou. Alors juste pour la petite histoire et comme à leur habitude du côté du Kremlin, ils nous disent ce sont des sites d'armement, des sites militaires qui ont été visés et donc touchés. Visiblement, c'est tout le contraire, Brandon. Oui, bonjour Christophe, on va regarder ensemble justement ces images. On voit cette fumée qui s'échappe du siège du gouvernement donc, ukrainien avec des pompiers mobilisés. Ce sont les étages supérieurs et les toits qui ont été endommagés par la plus grande frappe aérienne russe de missiles, de drones à destination du territoire ukrainien. On va regarder cette carte ensemble avec cette vue aérienne parce que là nous sommes à Kiev. Le siège du gouvernement ukrainien se situe juste ici et à quelques mètres seulement de la résidence officielle du président Volodymyr Zelensky. Regardez, 280 mètres seulement à vol d'oiseau. Nous ne sommes pas loin non plus des bureaux du président ukrainien à quelques encablures un peu plus au sud. Et puis, nous sommes aussi très proches du Parlement ukrainien. Des attaques qui s'intensifient ces derniers mois, ces dernières semaines, mais jamais la Russie a touché au cœur du pouvoir ukrainien ces dernières semaines. Regardez par exemple une vue d'ensemble de cette architecture un peu du quartier de Kiev. Regardez le 28 août, la Russie qui avait touché Kiev avec la plus vaste attaque de missiles et de drones, avec notamment le bâtiment de la délégation de l'Union européenne qui avait été touché, comme celui du bureau du British Council, cette institution britannique à des fins culturelles. C'est donc depuis le 24 février 2022 la plus vaste attaque à destination du territoire ukrainien. Vous voyez, nous étions là sur 2,5 km et maintenant on se rapproche à quelques dizaines de mètres seulement pour cette attaque. Une attaque donc importante, 805 drones et 13 missiles. C'est un record depuis le début de la guerre, même si la majorité de ces projectiles ont été interceptés par les défenses aériennes du côté de l'Ukraine. Alors, il n'y a pas que Kiev qui a été touché par la Russie la nuit dernière. On voit en différentes régions, que ce soit à Soumy, autour de la ville de Dnipro, de Kryvyi Rih également, ou autour de Zaporizhzhia. Plusieurs villes touchées. Le précédent record, il faut le rappeler, c'était le 9 juillet dernier, 728 drones et 13 missiles qui ont touché le territoire ukrainien. On tournait sur environ 500 missiles et drones au mois de juillet et au mois d'août. Et on le voit donc ces dernières heures, ces derniers jours, avec des attaques de plus en plus intensives et qui touchent maintenant le cœur du pouvoir ukrainien. Merci beaucoup, Brandon. Général Chovancy, c'est ça peut-être la nouveauté, plus que le nombre de missiles et de drones, c'est que c'est la première fois que la Russie cible d'aussi près le pouvoir de Kiev. Oui, alors je pense qu'il y a deux points de vue qu'on pourrait avoir. Le premier, c'est que jusqu'à présent, il y avait une certaine modération, je dis entre guillemets, des Russes, puisque tout ce que vous montrez comme image montre bien que n'importe quel missile, n'importe quel drone
dès lors qu'on sait où se trouvent les bâtiments, pourrait frapper ces bâtiments. C'est effectivement la première fois, vraiment, au bout de plus de 3 ans et demi de guerre, que les bâtiments officiels sont visés. Alors, est-ce qu'ils ont été délibérément? Est-ce que c'est une erreur? Peu importe, le résultat, il est là. Nous sommes bien dans des bâtiments officiels qui ont été touchés, et c'est bien une première en tant que telle. Et puis, deuxième point, c'est un message. Je dirais qu'on accentue du côté russe la pression sur l'Ukraine, sur sa population d'une part, mais aussi sur les gouvernants, puisque quand même le Parlement ukrainien se réunit régulièrement, prend des décisions, vote des lois. Donc, à un moment donné, je dirais qu'on peut dire que l'exécutif et le législatif ukrainien sont aujourd'hui ciblés symboliquement, et c'est un nouveau message qui est porté par la Russie à l'Ukraine. Restez avec nous, Général. Il y a ça aussi, Hélène, le fait de pousser peut-être l'exécutif ukrainien en grande difficulté après 3 ans de guerre à se terrer, c'est-à-dire tout simplement d'essayer de paralyser une nouvelle fois l'Ukraine avec d'autres moyens. Et puis avant de répondre, peut-être juste un constat, vous m'en parliez à l'instant, le silence. À part Emmanuel Macron, on va voir les propos du président français, le silence assourdissant des alliés, des amis d'Ukraine. Alors tous les Européens n'ont pas encore réagi. Je regardais à l'instant le Premier ministre britannique ou le chancelier Merz. Pour l'instant, il n'y a pas eu de réaction officielle. Effectivement, Emmanuel Macron a été l'un des premiers dirigeants européens à réagir. Il a eu, on l'a appris par l'Élysée, une conversation assez longue avec Volodymyr Zelensky ce matin. On n'en sait pas vraiment plus. Il y a aussi des réactions du côté de l'Union européenne avec Ursula von der Leyen, le Premier ministre polonais. Mais tous font un constat. Le premier constat, c'est que la Russie se moque totalement des tentatives de négociation qui ont été engagées. Et l'idée, c'est d'aller plus fort, de mettre plus de pression, de ne plus attendre. Mais tous utilisent le terme de avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'on sent que l'Europe a le regard tourné vers les États-Unis pour une réaction. Justement, nous aussi. Nous aussi. Et pour l'instant, Donald Trump n'a pas réagi. On ne sait pas s'il va le faire, peut-être par son réseau social. Son entourage, Marco Rubio, Steve Witkoff, j'ai regardé aussi, pas de réaction pour l'instant. Il y a vraiment cette idée que les regards sont tournés vers l'Amérique parce que de là peut venir le supplément de pression, mais plus personne n'y croit vraiment. Il y a vraiment, on a senti une dernière chose dans la réaction de Volodymyr Zelensky ce matin, beaucoup d'exaspération. Il parle de volonté politique pour arrêter ces attaques et il fait un constat d'échec de la diplomatie pour l'instant. Le constat est réel de la diplomatie. Quand on attend le bon vouloir des Américains pour aider l'Ukraine, quand on voit que Poutine se moque de ce que l'on peut faire, lui qui dit j'attends Zelensky à Moscou pour signer un accord de paix alors qu'il bombarde à quelques centaines de mètres, on l'a vu avec Brandon, là où se trouve le président ukrainien. On l'a dit depuis des semaines et des mois qu'il ne fallait pas attendre, qu'il fallait mettre plus de pression économique et donner plus de renforcement militaire à l'armée ukrainienne en fait. Donc maintenant le coût de l'inaction, notre inaction, ça coûte très cher et ça fait mal au cœur et cette exaspération dont vous parlez, elle est du côté des Ukrainiens, mais je pense aussi que en France, en Europe, les citoyens sont aussi exaspérés de nous voir aussi faibles et aussi incapables de réaction. J'ai interrogé ce matin sur mes réseaux sociaux les Français en disant est-ce que je serai sur LCI à midi, est-ce que vous avez un message à passer à Emmanuel Macron? Je voulais, avec votre autorisation, ils vous disent quoi? Vous en donnez un. Monsieur le Président, voulez-vous, avec la coalition des volontaires, que Kiev se transforme en Grozny? Voulez-vous que le président Zelensky soit assassiné? Voulez-vous qu'il soit remplacé par un vassal sanguinaire comme Kadyrov? Voulez-vous que nous devenions la honte de l'histoire pour avoir tergiversé? Alors fermez le ciel ukrainien et mettez en place le Sky Shield for Ukraine, donc cette protection aérienne. Les Ukrainiens vous le demandent, les généraux et les militaires vous le demandent, des experts en géopolitique, des chercheurs, des historiens, des entrepreneurs vous le demandent. Nous sommes très nombreux à vous le demander. Je vous le demande. N'attendez pas un cessez-le-feu ou un autre traité de paix fantoche. Sinon, demain, l'ogre s'attaquera à l'Europe. Audace, détermination, action doivent être votre boussole. Ça, c'est Véronique Brizard, donc une Française qui s'adresse de la sorte, en fait. Gilles Mieli, est-ce qu'il faut définitivement tirer un trait sur un Vladimir Poutine qui pourrait souhaiter une paix, un accord, une trêve dans cette guerre, ou considérer que tant qu'il n'aura pas toute l'Ukraine sous sa botte, il continuera la guerre? C'est la même chose. Je pense effectivement que l'objectif russe, c'est d'éliminer l'Ukraine comme acteur de la scène internationale, de faire de l'Ukraine une sorte de Biélorussie numéro 2, sans armée, sans gouvernement autonome,
priver l'Ukraine d'un accès à la mer Noire avec Odessa, etc. Donc, ce que Poutine fait, il y a un effort de guerre sur le sol, et il y a un effort diplomatique. Le rôle de l'effort diplomatique, c'est pas de faire de négociations de paix, c'est d'essayer de séparer les Américains des Ukrainiens. Donc, tout ce que Poutine fait sur la dimension diplomatique ne vise pas un accord de paix avec l'Ukraine. Il sait que la clé de la victoire rapide, c'est que les Américains coupent les vivres aux Ukrainiens. Et donc tout ce qu'on voit depuis Anchorage, c'est une campagne russe qui vise à conforter Trump et son entourage avec la bénédiction des Américains. La conviction de Trump, de Vance et de son entourage, c'est que c'est une guerre à fond perdu, que les Ukrainiens n'ont aucune chance et qu'il faut les lâcher. Et Trump essaie de les pousser dans ce sens-là. Je voudrais qu'on écoute justement le président américain, c'était en début de semaine. Est-ce que ce discours répété de Donald Trump va lasser? Écoutons-le, en tout cas du côté du Kremlin, on semble s'en réjouir. Le président Poutine connaît ma position et il prendra une décision dans un sens ou dans l'autre. Selon sa décision, nous en serons satisfaits ou mécontents. Et si nous ne sommes pas contents, il se passera quelque chose. Général Chovancy, alors juste peut-être une toute petite réaction d'Hélène Bonnet. Ça vous énerve, Hélène? Oui, parce qu'en en fait, il dit tout et rien en réalité, et à chaque fois, c'est la même chose. C'est un aveu d'impuissance, même. Oui, ou de ne pas envie d'avoir de réagir, finalement. Oui, de ne pas vouloir, ce qui serait pire. Il n'est pas impuissant. Il faut juste se mettre dans la tête. Il ne veut rien faire. Il n'y a plus de camp occidental. Il n'est pas à la tête du camp occidental. C'est comme le patron d'une armée mercenaire qui demande aux Russes, vous payez combien pour que je lâche les Ukrainiens? Les Européens, vous me payez combien pour que je ne lâche pas les Ukrainiens? C'est tout. Et puis, dans ce sens-là, l'effort européen n'était pas inutile, parce que c'est une guerre d'arrière-garde qui a empêché la rupture au mois d'août. Donc s'il a plus à gagner des Russes, il continuera à faire le jeu de Poutine. Si c'est nous, il y a peut-être une chance que l'Ukraine s'en sorte. Ou peut-être les deux, c'est le mieux. Mais la traduction de ce langage, elle est faite par l'entourage de Donald Trump. J'ai souvenir encore il n'y a pas si longtemps de ce que disait J.D. Vance lors d'une interview sur Fox News. Il disait de toute façon, la question de la sécurité européenne, c'est le fardeau des Européens et ça, en gros, ça ne nous regarde plus. Donc en fait, c'est très très clair. C'est-à-dire que si les Européens payent pour avoir de l'aide, éventuellement les États-Unis la fourniront parce qu'ils ont à gagner à fournir cette aide, mais il n'y aura plus le soutien qu'on attend et qu'on espère. Donc la question, c'est que peuvent faire les Européens si les Américains ne réagissent pas plus que ça. Je vais vous laisser la parole dans un instant, je voudrais qu'on retrouve le général Chovancy. Est-ce que vous pouvez répondre à la question d'Hélène sur ce plateau? Quand on écoute Donald Trump, en fait, on n'y croit pas. C'est comme pour Poutine. Poutine, faudrait arrêter de croire qu'il est là pour faire la paix. Trump, faudrait peut-être comprendre qu'il n'est plus là pour aider ni l'Europe ni l'Ukraine. Au moins, on serait face à nos responsabilités. Oui, mais je pense qu'il a peur de s'engager trop en disant qu'il n'aiderait pas. On voit bien que tous ces actes conduisent à une inaction, pas tout à fait déclarée, mais en filigrane, permanent. Là, ce qu'il vient de dire, je serai content, je ne serai pas content, et on verra ce qui se passera. Il y aura sûrement, si je ne suis pas content, des conséquences. Pour l'instant, ça fait des mois qu'il dit la même chose, et on voit bien qu'il n'est plus crédible. Donald Trump n'est plus crédible aujourd'hui. Moi, la seule chose que j'en retire aujourd'hui, c'est que d'abord, Donald Trump n'aidera pas plus, sinon même moins, les Ukrainiens. Ce n'est pas son sujet. Comme l'a rappelé Hélène, effectivement, Vance a été très clair, mais il a toujours été très clair sur cette question-là. Les Trumpistes sont très clairs. Ce n'est pas leur problème, l'Europe. L'Europe et sa défense, c'est le problème des Européens. Et on revient à la question qui a été évoquée aussi par Hélène et qu'on a souvent évoquée. Quel est le plan B des Européens si les Américains, à un moment donné, prennent définitivement la réponse non, on n'aidera pas, débrouillez-vous. Parce que pour l'instant, on ne nous le dit pas vraiment comme ça. Mais le jour où ça va tomber, est-ce que nous, on a ce plan B qui est faire sans les Américains? Et que pouvons-nous faire sans les Américains? Personnellement, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment qu'on puisse faire grand-chose, à part effectivement faire des réunions, annoncer qu'on a des plans, et après, on fait quoi? Donc, il y a un moment donné, il faudra bien que les Européens n'attendent pas la réponse de Donald Trump pour prendre une décision qui soit dans un sens ou dans l'autre, et qui les engage. Pour l'instant, l'engagement européen est en surface, même s'il y a du travail qui est fait derrière pour le rendre un peu plus concret, mais on voit bien que rendre concret le plan qui serait imaginé
avec les Américains, ça irait à peu près, mais que s'il n'y a pas les Américains, on se demande ce que vont faire les Européens. Et là, effectivement, il faut s'inquiéter. Une question de courage, général. Alors, on va écouter Donald Trump qui s'agace, là aussi, cette semaine, quand les journalistes l'accusent de ne pas faire grand-chose, ou en tout cas de faire le jeu du président russe Poutine. Écoutons. Vous avez exprimé à plusieurs reprises votre frustration et votre déception à l'égard de Poutine, mais aucune mesure n'a été prise depuis votre entrée en fonction. Comment savez-vous qu'aucune mesure n'a été prise? Pour qui travaillez-vous? Comment savez-vous qu'aucune mesure n'a été prise? Diriez-vous que le fait d'imposer des sanctions à l'Inde, le plus gros acheteur de pétrole russe après la Chine, n'a eu aucune conséquence pour la Russie? Ça lui a coûté des centaines de milliards de dollars. Et vous dites qu'aucune mesure n'a été prise? Je ne suis même pas encore passé à la phase 2 ni à la phase 3 des sanctions. Quand vous dites qu'il n'y a pas de mesure, je pense que vous devriez vous chercher un nouvel emploi. Parce que si vous vous souvenez bien, j'ai dit que si l'Inde achetait du pétrole, elle aurait de gros problèmes. Et c'est ce qui se passe. Alors ne me parlez pas de ça. Peut-être que lui aussi, d'ailleurs. C'était il y a 4 jours seulement. La réponse était cette nuit. Je vous le rappelle, plus de 800 missiles, plus des drones aussi, et le palais gouvernemental qui a été touché à moins de 200 mètres de là où habite, où réside en tout cas Volodymyr Zelensky. Violetta, quand vous entendez le président américain, quand vous voyez cette impuissance européenne, on court toujours après les Américains, mais rien ne vient. J'en ai marre qu'on reste suspendu à ce qui se passe au Kremlin et à la Maison-Blanche à Washington. En fait, la survie de l'Europe, elle est en jeu. Il est évident que cette guerre, ça s'arrêtera soit avec le crash de l'Europe. Si on n'arrête pas les Russes aujourd'hui, ils vont vouloir aller plus loin. Ils veulent reprendre l'influence sur les pays de l'ancien pacte de Varsovie, donc l'Europe de l'Est. Est-ce qu'on va laisser dézinguer l'Europe et tout? Donc, soit c'est le crash de l'Europe, soit ça sera le crash de la Fédération de la Russie. Et donc maintenant, c'est un temps pour nous en Europe d'un électrochoc en fait, et d'un sursaut collectif. Effectivement, il faut du courage et de la volonté politique. Je pense qu'Emmanuel Macron, il fait beaucoup de choses, mais il faut qu'on aille plus loin, plus vite et de façon beaucoup plus volontaire et ne pas laisser la Russie détruire comme ça à petit feu les Ukrainiens qui nous ont montré un sacré exemple de résilience et de courage, mais on ne peut pas observer comme ça. Donc il faut faire maintenant ce que les représentants, même les généraux de l'armée française et tout, disent qu'on pourrait mettre en place plus de choses pour protéger les villes, les civils. Mais vous avez entendu ce qu'a dit Vladimir Poutine, et ça les populations l'entendent. Il l'a dit cette semaine, il y a eu quelques confusions d'ailleurs sur ses véritables propos. Quand il dit, si jamais il y avait aujourd'hui, alors que le pays est en guerre, des troupes occidentales sur le sol ukrainien, toutes ces troupes, bien évidemment, phrase, si vous permettez, deviendraient des cibles. Le paradoxe de la situation, l'Europe qui pèse 20% du PIB au niveau mondial, on se comporte comme si on faisait 2%. Et les Russes qui pèsent moins de 2%, ils se comportent comme s'ils faisaient 20% ou plus. Je pense qu'il y a quand même des leçons. Parce que la Russie a des alliés puissants peut-être, alors que nous, on a perdu le nôtre. Mais non, ce n'est pas une question d'alliés, c'est juste qu'ils nous font... On est dans un piège mental, pensant que la Russie ne peut pas perdre cette guerre parce que c'est une puissance nucléaire. Je suis désolée, l'ex-URSS était une puissance nucléaire, aujourd'hui c'est un pays qui n'existait plus sur la carte. Il y a eu des pays puissances nucléaires qui ont perdu des guerres, nous en Algérie, enfin la France en Algérie, les Américains au Vietnam, les Soviétiques en Afghanistan. Donc sortons de ce piège mental maintenant, et il faut quand même travailler sur ce plan B, effectivement, parce que c'est le crash. Il n'y en a pas, le général l'a dit, il y en a pas, je crois qu'on n'en a pas de plan B. Mais c'est ça notre problème. Il faut qu'on soit vigilant et lucide. Alors, il n'y aura pas un plan B dans le sens où on pourra faire un brief et dire, vous Bernard, vous allez à gauche et vous Joseph, vous allez à droite. Mais on gère les choses, on gagne du temps, on fabrique, on bricole. Les Russes sont pas en très bon état aujourd'hui. Même si la guerre se termine demain par un cessez-le-feu, avant que la Russie puisse de nouveau s'élancer contre l'Ukraine, il passera 3, 4, 5 ans. C'est le temps pour l'Europe de monter en puissance. Les États-Unis n'est pas complètement dehors, donc on peut dire tout ce qu'on veut de Trump, mais pour le moment, les Américains n'ont pas lâché. Ils donnent beaucoup moins qu'on souhaite, mais c'est beaucoup plus que rien. Et c'est très important de les garder à l'intérieur parce qu'eux aussi, ils changent. Et dernière chose, je vous rappelle... Il faut les garder quand même comme partenaires, en tout cas comme évidemment, possibilité de discussion avec Poutine. C'est un jeu qui va être
déterminée dans le long terme. Juste un dernier rappel, un mois avant Pearl Harbor, la Deuxième Guerre mondiale durait déjà 2 ans et 2 mois, et Charles Lindbergh, qui était pro-allemand, était plus populaire que Roosevelt. C'est ça la démocratie libérale. C'est ça la démocratie libérale. Il faut prendre un mur pour changer. Regardez ces images, il s'agit de bâtiments qui sont synonymes de pouvoir dans la capitale ukrainienne, des bâtiments du Parlement. À moins de 280 mètres de ces bâtiments réside Volodymyr Zelensky. C'est peut-être ça d'ailleurs la nouveauté de ces frappes de la nuit, c'est que c'est le pouvoir ukrainien qui a directement été visé. Je voudrais qu'on réécoute le président russe. Vous allez voir qu'il ne manque pas de culot, une véritable morgue quand il disait à Volodymyr Zelensky, il le dit toujours d'ailleurs, venez à Moscou, vous serez protégés. La partie ukrainienne souhaite cette rencontre et la propose. J'ai dit que j'étais prêt, venez, nous vous fournirons toutes les conditions nécessaires pour travailler et vous garantirons une sécurité totale à 100%. Mais si on nous dit, nous voulons cette rencontre, mais c'est vous qui devez vous déplacer, je pense que ce sont des exigences excessives pour nous. Je le répète, si quelqu'un souhaite nous rencontrer, nous sommes prêts. Le meilleur endroit pour cela est la capitale russe, la ville héroïque de Moscou. Il prend les Ukrainiens. Général Chovancy, et pas que les Ukrainiens, si je puis me permettre. Quand on écoute le président Poutine, on a vraiment le sentiment que rien ne peut l'arrêter, rien ne peut le toucher. La position qui est faite est très simple. Monsieur Zelensky, vous avez perdu, vous venez discuter avec moi en tant que vaincu, et je vais vous dire comment il faut faire maintenant. Enfin, c'est ça que demande le président Poutine, c'est que faire venir le vaincu à Moscou, c'est afficher sa défaite, et c'est l'objectif qui est poursuivi par cette invitation, qui est très claire. Pour moi, c'est presque historique, hein, ça se fait toujours comme ça. Donc, c'est rappeler à Zelensky que pour Poutine, il a perdu et que l'Ukraine devra faire acte de vassalisation envers la Russie. Hélène Bonnet, vous connaissez bien la capitale, vous y allez régulièrement pour nous, pour TF1. Est-ce que vous considérez que ces images de ces bâtiments en flammes, la proximité avec le pouvoir de l'Ukraine, un pas a été franchi aujourd'hui ? Oui, c'est pas que symbolique, parce qu'effectivement, c'est des bâtiments qui ont été touchés, des bureaux. Il y a eu, heureusement, dans ce bâtiment, aucun blessé, mais il y en a eu ailleurs. Donc oui, symboliquement, c'est une provocation, c'est une... Et peut-être que ce sont, là vous avez raison, de nouveaux objectifs de Moscou. Alors, détruire le pouvoir en Ukraine. Mais ce n'est pas un nouvel objectif en réalité, parce que là, c'est quelque chose de visible. Et effectivement, c'est peut-être un débris qui est tombé indirectement sur ces bâtiments. On est dans une zone où il y a plusieurs bâtiments de pouvoir. Donc si vous envoyez autant de drones, vous avez à peu près une certitude, c'est qu'à un moment, ça va tomber quelque part. Alors que ce soit le Parlement, le cabinet des ministres ou la résidence présidentielle, bon, après, dans le détail, c'est quelque chose. Mais Volodymyr Zelensky lui-même a fait l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat lors de ses déplacements en Pologne l'année dernière. C'est une menace qui est permanente. Donc là, la seule différence, c'est qu'elle est visible. Elle est visible sur ce bâtiment aujourd'hui. Elle était visible il y a une semaine et demie parce que ce sont des bâtiments diplomatiques européens qui ont été touchés par ricochet. Donc il y a en fait... Oui, ça se rapproche quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que des bâtiments européens ont été frappés sans vergogne par Moscou. Ça se rapproche pourquoi ? Parce qu'il y a une tentative du côté des alliés de l'Ukraine de pousser à des négociations, de trouver une solution, et plus ça pousse, eh bien, plus Vladimir Poutine fait usage de la force. Il a dit ce que je n'obtiendrai pas par la négociation, je l'obtiendrai par la force militaire. C'est sa réponse. C'était cette Moi, semaine. c'est une façon de dire, c'est comme une forme d'agonie quand même de Kremlin et de la Russie, parce qu'ils mettent tout ce qu'ils peuvent maintenant pour essayer d'arrêter et d'aboutir à un accord de paix, soi-disant, à capitulation, ce qu'ils veulent, et pour desserrer des sanctions, parce que c'est ça. En fait, on a vu quand même les images des manques d'essence, pénuries, en fait, tout ce qui se passe. Donc, à l'intérieur du pays, l'économie est contractée avec des prévisions de croissance pour le PIB pour 2025. Oui, mais contrairement à nous, c'est pas une vraie démocratie, la Russie, vous le savez. Ça va pas très bien. Oui, quand même, et donc pour eux, c'est super important maintenant d'essayer de faire plier et la coalition occidentale et surtout la résistance ukrainienne. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à nos équipes sur place. C'est un plaisir que de partager ce LCI Midi.